1997, France, un soir d'été au milieu de la forêt. Olivier a 9 ans, il est en vacances avec son père et il campe sous une tente loin de tout. La nuit est calme jusqu'à ce qu'une lampe à gaz tombe. En quelques secondes, la toile s'embrase, le feu se propage et à l'intérieur, Olivier est complètement piégé. Son père crie, Olivier se réveille et c'est là qu'il comprend. Il est en train de brûler vivant. Le feu l'engloutit. Il n'y a ni eau, ni téléphone portable, rien pour éteindre l'incendie, rien pour appeler à l'aide. Cette nuit-là, Olivier est brûlé à 97% du corps. Alors, que s'est-il réellement passé ce soir-là? Comment un enfant de 9 ans à peine a-t-il survécu à l'impossible? Qu'a-t-il ressenti quand son corps s'est consumé sous ses yeux? Comment trouve-t-on la force de tenir quand les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir? En 1997, Olivier est considéré comme le plus grand brûlé du monde. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Quelles opérations a-t-il subi? Comment a-t-il réappris à vivre, enfermé des années dans un hôpital? Et comment construit-on une vie, un couple, une famille, quand on porte de telles cicatrices? Aujourd'hui, Olivier a décidé de raconter, sans filtre, de nous replonger dans cette nuit où tout a basculé et de répondre à ces questions que personne n'ose poser. Bienvenue dans StoryCube. On dort tous. Je crois que le chien a alerté en premier. Mon père s'est réveillé. Il faut se représenter un épisode de Walking Dead. C'est assez trash. On parle de grands brûlés. Donc à ce moment-là, toi, quand tu sors de la tente, ta peau, elle est restée dans la tente déjà à ce moment-là, tu vois. Le lendemain, quand ils ont gratté les décombres, les restes de la tente, il y avait littéralement les paumes de main et les paumes de pied qui étaient restées vers terre. Je me rappelle que ma grand-mère a voulu me mettre la main sur l'épaule pour me rassurer que c'est brûlé la main en me touchant l'épaule. Ce qui se rapproche le plus de la peau humaine, c'est la peau de cochon. Donc en fait, ils te grèvent de la peau intermédiaire en attendant. Ils m'ont laissé dans un coin en attendant que je décède parce que c'était cohérent d'un point de vue médical. Il y avait très peu de chances, voire aucune chance de survie. Ils m'ont laissé dans un coin et tous les jours ils disaient à mes parents ce soir, il n'y a plus personne. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, j'accueille Olivier. À l'âge de 9 ans, il a été brûlé à 97%. Et aujourd'hui, il a accepté de venir nous livrer son témoignage, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Si on revient à ta vie juste avant l'accident... J'avais 9 ans, enfance classique, j'étais en CE2, je venais de finir en CE2 quand j'ai eu mon accident. Voilà, un base de copains, de consoles de jeux, les anniversaires, les après-midi, une enfance classique des années 80. C'était quoi ta vie avec ton père aussi à ce moment-là Avant d'avoir mon accident, quelques mois avant, mes parents venaient de divorcer. Donc c'est arrivé en plein milieu d'une séparation. Après, j'ai toujours eu des bons rapports avec l'un comme l'autre. Ce jour-là, qu'est-ce qui se passe le matin? C'est quoi un peu? Il y a un truc qui est prévu? Je repose le contexte. Donc j'étais parti en vacances avec mon père. Donc on était parti en famille. On était parti en camping sauvage autour de Nîmes, à Sommières, pour ceux qui connaissent. Il y avait mon frère, il y avait les cousins. On était une quinzaine de membres de la famille. Mais on était tous un peu éparpillés sur un terrain, différents temps, différentes caravanes. Le fait que je précise sauvage, ça a son importance après. Et en fait, en vacances, se passait tranquille à base de baignade à la rivière, barbecue, voilà quoi. Et jusqu'à ce que ça vrille, mais avant ça, très chill. Vous étiez où? Du coup, c'est en forêt, tu m'as dit, ou bien? Ouais, on était dans une sorte de bois, un terrain privé qui appartenait à un membre de la famille, dans la forêt. Comment se passe l'après-midi avant les... De ce que je me souviens, après-midi classique, baignade, soirée, c'était tous les jours le même truc, donc voilà. On jouait avec les cousins, les frères, petites vacances en famille. Qu'est-ce qui se passe? Alors ce qui se passe ensuite, c'est... Alors la soirée traîne jusque tard le soir, je vais me coucher. T'as quel âge toi à ce moment-là? J'avais 9 ans. Grosse flemme, je me couche en maillot de bain. Ce détail a aussi son importance après. Voilà, je me couche, je dors. J'étais dans la tente avec mon père à ce moment-là, et mon chien, mais mon père. Et en fait, il s'est couché plus tard, il s'est endormi avec... alors, peut-être que les plus jeunes ne connaîtront pas, mais à l'époque, on utilisait beaucoup des lampes à gaz. C'est un peu le principe d'une lampe à pétrole, mais avec des petites bouteilles de gaz. Hasard, de toute façon, un accident, c'est toujours imprévu. La lampe à gaz s'est renversée, ce qui a probablement relevé la flamme, ce qui a fait probablement fondre le contour de la bouteille de gaz, ce qui a fait prendre feu à la tente, au sac de couchage, au matelas. Du coup, tu dors tranquillement, ton père il dort, qu'est-ce qui se passe? Alors, on dort tous. Je crois que le chien a alerté en premier. Mon père s'est réveillé, moi je me suis pas réveillé, parce qu'en fait, il y a un phénomène qui se passe... Pas pour tous les brûlés, mais un phénomène qui peut se passer, c'est que est-ce que c'est les fumées qui m'ont un petit peu shooté, ou est-ce que c'est la douleur qui était trop élevée qui a désactivé mon système nerveux? Le fait est, je me suis même pas réveillé. Donc mon père s'est réveillé, il est sorti de la tente, il est revenu me chercher, il m'a sorti de la tente, il m'a réveillé. Ton père, quand il se réveille, il voit... Alors je dormais, donc du coup j'ai que ce qu'on m'en a raconté. Mais dans la panique, il est sorti, et dans la panique, il est re-rentré, quoi. Donc voilà. Tout ça va très vite. Et du coup, il se réveille, il voit juste des flammes dans... Ouais, voilà, au feu. Le détail de tout à l'heure où je précisais camping sauvage, ça a son importance, c'est que on n'avait pas, du coup, l'accès à l'eau. On est en 94, donc les téléphones portables, on oublie. Et donc,
Vous êtes là, au milieu d'un terrain. Exactement. La tante, elle prend feu, ton père, il fait quoi? Premier réflexe, il rentre pour te chercher. Voilà, il me sort. Qu'est-ce qui se passe après toi? Alors moi, je suis un peu en état... À ce moment-là, il faut se rendre compte, il faut se représenter un épisode de Walking Dead, hein. C'est assez trash. On parle de grands brûlés, donc à ce moment-là, toi, quand tu sors de la tente, ta peau, elle est restée dans la tente, hein, déjà, à ce moment-là, tu vois. Donc, t'es assez... En fait, l'adrénaline te tient au taquet, mais ton corps, il a envie de dormir, hein. Donc, à ce moment-là, moi, je vais tout droit. Je me rends compte de rien. Je réalise pas que je suis en feu ou en train de consommer quoi que ce soit. Quand tu dis ta peau, elle reste dans la tente, c'est-à-dire... En fait, ta peau, à ce moment-là, le lendemain, quand ils ont gratté les décombres, les restes de la tente, il y avait littéralement les paumes de main et les paumes de pied qui étaient restées par terre. En fait, la peau, elle se consume, elle se détache, c'est comme on peut l'imaginer, hein, c'est aussi gore qu'on peut l'imaginer. Ton père, il te porte ou même pas, t'arrives à te déplacer? Non, je marche. Alors, c'est difficile encore même aujourd'hui d'estimer le temps qu'il a pu falloir pour partir de la tente jusqu'à chez les pompiers. Parce qu'en fait, ça s'est fait, je sors de la tente, on marche tout droit, on va jusqu'aux voitures. On va se représenter peut-être une trentaine de mètres. Je me rappelle que ma grand-mère a voulu me mettre la main sur l'épaule pour me rassurer que c'est brûlé la main en me touchant l'épaule. Toi, à ce moment-là, du coup, t'es pas vraiment en feu? Alors, en fait, t'as pas vraiment de... Mais en fait, si tu veux, t'es pas vraiment en feu parce que j'avais pas de vêtements, j'avais que mon maillot de bain. Mon maillot de bain, du coup, deuxième détail important qui m'a protégé, les 3% m'ont brûlé parce que le nylon en fondant a un peu fait office de protection. C'est pas trop comment, mais tant mieux. Du coup, j'ai pas eu de vêtements, en fait, qui ont vraiment... En fait, faut pas imaginer des torches, quoi. Ta peau, elle se consume très vite, au final. En fait, tu te consumes, mais ça fait pas des flammes 3 mètres de haut. Donc après, marcher, aller jusqu'aux voitures. Vous marchez en pleine forêt, au milieu de nulle part pendant la nuit? Ouais, c'était un terrain, donc tout droit pour aller aux voitures. Je me rappelle qu'on a bougé les voitures parce qu'il y en a qui gênaient. On s'assoit, sort de la forêt, on arrive dans le village, donc c'était Sommières, donc pour ceux qui connaissent, dans le Gard, je crois. Impossible de trouver la caserne des pompiers. Pas de GPS, il n'y a rien à l'époque. Voilà, on tourne. Il y avait... C'est fou ça, ouais. Vous arrivez même pas directement en destination? Non, parce qu'on ne trouvait pas, c'était vraiment la caserne, c'était un porche en bois au milieu de la ville, on savait pas où c'était. 3h du matin, donc il était, donc voilà. On voit une vieille dame dans la rue. Donc là, hasard, probabilité incroyable, qui nous indique où est la caserne. Peut-être juste avant, du coup, la vieille dame que vous demandez là. Aucun souvenir. Vieille dame, indication, voilà. C'est vraiment un PNJ de quête, hein. Elle est là, et voilà, elle oriente, c'est tout, quoi. Donc on va toquer carrément à la caserne, les pompiers qui nous ouvrent. Du coup, donc vous arrivez devant... On arrive à la caserne, on toque. Devant, c'est quoi la réaction des pompiers? Finalement, ils voient quoi, les pompiers? Je sais pas si c'était un volontaire ou un vrai pompier, mais je sais qu'il a vu flou, vraiment très fort. Parce qu'en face de lui, du coup, il y avait 2 grands brûlés, quoi. Donc en fait, il y avait des personnes qui, à ce moment-là, il n'y a pas grand monde qui m'ont vu comme ça. Moi, je me suis pas vu comme ça. Mais il faut se dire qu'à ce moment-là, oui, t'as plus de peau, tes paupières ont brûlé. Donc, vraiment, ouais, c'est vénère. Hein, donc, Et toi, tu ressens pas vraiment de douleur? Moi, j'ai rien, en fait. Rien. Moi, je marche. Je marche et j'ai envie de dormir. Estimation, j'imagine qu'entre la tente et le pompier, il s'est pas passé plus de 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Je pense, c'est cohérent. Puis voilà, le pompier me fait rentrer, me fait asseoir sur une table, il me fait une piqûre et je m'endors. Et je me réveille 3 mois après, quoi. Tout à l'heure, t'as dit qu'on était 2 grands brûlés. Ton père aussi, du coup, Alors mon père, oui, du coup, il est rentré dans la tente. Donc il a été brûlé, alors moins, il a été brûlé beaucoup donc il y a 3 degrés de brûlure, beaucoup au second degré. Là où moi, je suis intégralement au 3e degré, donc il a été brûlé sur à peu près 70%. Je sais pas si c'est important de le préciser, mais que les gens ne sachent pas, vite fait. En fait, on est grand brûlé à partir de 40%. Le pronostic vital rentre en jeu à partir de 60%. Et on devient très grand brûlé à 80%. Les 3% qui n'ont pas brûlé, donc c'est dû au fait que tu avais finalement ce costume de bain. Ouais, grave. Ce qui m'a laissé du coup la peau du bas-ventre qui a permis de greffer tout le reste du corps, du coup. Ça aurait été quoi les séquelles, tu sais, si d'un coup ces 3% avaient brûlé aussi il n'y avait pas. Non, mais de toute façon, alors, il y a un truc qu'il faut préciser, c'est qu'aujourd'hui encore, des brûlés de plus de 80%, on a du mal à les sauver. Là, on était en 94, 97, ça n'existait pas. Il n'y avait jamais personne qui avait survécu à 87%, et j'en ai jamais recroisé depuis. Donc, ça reste un record. Donc, en fait, à l'époque, j'ai bénéficié d'une technique, c'était de la culture de peau. Donc, en fait, ils ont envoyé des échantillons de peau saine aux États-Unis. Maintenant, ça se fait en France, mais à l'époque, c'était aux États-Unis, à Boston. Et en fait, ils cultivent ta peau. Donc en fait, ils envoient 1 cm² et 21 jours d'incubation là-bas, ils reviennent avec 1 m² à peu près de peau. Sachant que le corps humain, c'est à peu près 2 m² de peau. Donc, voilà. Et donc finalement, ils recouvrent tout mon corps en 3 fois, étalé sur plusieurs années. Voilà. J'ai été transféré à l'hôpital de Montpellier, sauf que 97%,
ils ont vu flou aussi. Eux, ils m'ont laissé dans un coin en attendant que je décède, parce que c'était cohérent d'un point de vue médical. Il y avait très peu de chance, voire aucune chance de survie. Donc ils pouvaient rien faire factuellement? Ah non, ils m'ont mis de la... Je caricature, ils m'ont mis de la biafine. Donc voilà, ils m'ont pas mis ça, mais ils m'ont laissé dans un coin et tous les jours, ils disaient à mes parents, ce soir, il n'y a plus personne. Sauf que ça a duré quand même 1 mois et demi. Et ensuite, ma mère a fait des pieds et des mains pour que je sois transféré à Paris en hôpital militaire, qui étaient les seuls à ce moment-là à avoir le savoir et la technologie pour faire quelque chose. Donc j'ai eu mon accident le 14 août et j'ai dû arriver au mois de septembre à l'hôpital militaire. C'est peut-être bizarre comme question, mais du coup, durant toute la période où t'as été mis de côté, du coup, il se passe quoi en fait? Il n'y a pas d'opération, il n'y a rien? En fait, alors t'as des excisions, forcément, ils enlèvent la peau. Il n'y a pas de tentative de greffe, il y a de l'attente, ils étaient dépassés complètement. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, j'ai aucun souvenir de cet hôpital, j'étais dans le coma de A à Z. Donc voilà. Et ensuite, j'ai été transféré en jet. J'ai fait Montpellier-Paris en 35 minutes, voilà, pour être pris en charge à l'hôpital militaire. Et donc là-bas, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, c'est pas la même chose, il y avait 10 ans d'avance, donc voilà, prise en charge, culture de peau, amputation des doigts, parce que en 1 mois, ça avait bien continué en fait de se consumer. Et en général, c'est quand même les extrémités qui morphent en premier. Quand tu dis de se consumer, ça veut dire quoi? En fait, si tu veux, il faut imaginer que même si tu éteins le feu, si tu fais pas ce qu'il faut pour soigner, ça se nécrose ou ça se... Voilà quoi, ça se guérit pas tout seul en tout cas. Donc voilà. Et le réveil du coup, qui a eu lieu après, petit à petit, j'ai pas vraiment de souvenir précis d'un réveil. C'était plutôt des moments de conscience de plus en plus longs chaque jour. Et quand tu te réveilles, ils t'avaient déjà un peu opéré ou... J'étais greffé. Quand ils m'ont réveillé, j'étais sorti d'affaire. En fait, au tout début, je suis arrivé à l'hôpital militaire, et les chances de survie étaient estimées à 1 sur 1 million. Et à la première opération, ils ont dit 1 sur 100 000, donc déjà c'était une nette progression. Et ils m'ont réveillé quand j'étais safe. De toute façon, j'avais une anesthésie par jour. En fait, en tout, j'ai eu 180 anesthésies générales, parce que j'ai eu les 50 opérations. Et après, il faut rajouter une anesthésie générale par jour pour les bains. Donc les bains se faisaient sous anesthésie générale. Donc, pourquoi? Tu sais pourquoi? Pour la douleur. Ouais, ça. Parce que autant tu sens rien quand tu brûles, par contre, dès que ton système nerveux il se rebranche, la brûlure c'est considéré dans le top 3, je crois, des pires douleurs, donc c'est assez énervé quand même. C'est quoi un peu tes premières pensées, si tu t'en souviens, quand tu te réveilles? J'avais un magnétoscope, j'avais des Disney, je regardais Le Roi Lion en boucle, voilà, c'était à peu près mes seules envies. C'était compliqué parce que j'avais 9 ans, il faut se resituer. Alors pour resituer le contexte, c'était plus psychologique où c'était difficile parce que toutes les chambres étaient stérilisées et isolées les unes des autres, c'était vraiment des blocs. Les visites se faisaient par sas, il y avait que ma mère qui avait le droit de rentrer, mais tous les jours il fallait qu'elle soit stérilisée, machin et tout. Décontaminée, enfin tout ce que tu veux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant l'attente de la culture de peau, tu n'as pas de peau. Or, la peau est un organe et c'est le premier bouclier du corps. Donc en fait, sans peau, tu es absolument sensible à tout ce qui traîne. D'où l'environnement stérile et surtout la température. Donc en fait, l'hôpital, à cette époque-là, le centre de traitement des brûlés, il était construit autour d'une serre tropicale pour que naturellement, les pièces soient chauffées à 38 degrés. La température à peu près corporelle. Sauf que moi, comme j'ai été anesthésié par jour, j'avais pas le droit de boire. En fait, quand je me réveillais, c'était déjà le moment où je devais être à jeun pour le lendemain. En réalité, je suis resté 5 mois sans boire d'eau. Alors j'étais hydraté par sonde, mais la sensation de soif, elle était là. Donc il y a ce genre de truc, c'était vénère à vivre. Donc c'était plutôt des pensées comme ça, la soif en permanence. Donc ça, c'était assez... On t'annonce à un moment donné que du coup, t'as perdu 97% de ta peau. Je me rappelle même pas qu'on me l'annonce. Ça s'est fait naturellement. Il y a des psys qui essayent de te préparer, mais en fait j'avais 9 ans, donc en fait tu te rends pas compte. Et c'est quelque chose que je dis souvent aux gens, mais déjà avoir un accident quand t'es enfant, ça n'a rien à voir. Je dis pas que c'est plus facile, mais en vrai c'est plus facile. Tu perds pas autant et tu vis ça un peu plus naturellement. Donc moi je sais qu'ils m'ont annoncé qu'ils m'avaient amputé des doigts. Je sais que j'ai fait la gueule parce que juste avant les vacances, je venais d'apprendre à claquer des doigts. Du coup, tant d'efforts réduits à néant. Et c'est tout. Après, je me rappelle que j'ai appris des trucs au fur et à mesure en fait. La peau qu'on va te greffer, du coup, c'est ta propre peau? C'est ma propre peau. Cultivée, du coup? Qui a été cultivée, exactement. Alors après, il y a plein de techniques de greffe. En attendant, on te met ce qu'on appelle de l'allogreffe ou de la xénogreffe. C'est-à-dire en fait, pendant que tu n'as rien, on te met un espèce de vêtement de peau.
qui vient ou de donneurs humains, donc ça c'est de l'allogreffe, ou de la xénogreffe quand c'est un donneur d'une autre espèce. Et ce qui se rapproche le plus de la peau humaine, c'est la peau de cochon. Donc en fait, ils te greffent de la peau intermédiaire en attendant. Donc j'ai eu ça aussi quelques temps. Mais pareil, j'étais dans le coma. Moi je me suis réveillé, j'avais déjà ma culture d'équipée, quoi. Donc ça c'est ma peau, ouais. Donc ça veut dire que pendant un moment, pendant que t'étais dans le coma, t'avais du coup de la peau de cochon sur ton... Cochon ou de donneur humain. Je sais plus si c'est ou l'un ou l'autre, ou les deux. Mais ça c'est ce qui se passe pour chaque personne brûlée, ouais. C'est quoi un peu l'évolution des étapes que tu passes à l'hôpital, un peu les grands steps, tu vois, que tu... 5 mois de réanimation, donc tout ça, l'hôpital militaire. Quand je dis réanimation, c'est l'hôpital militaire. Donc 5 mois. Donc là-bas, c'est vraiment les bases de juste faire en sorte que tu puisses... Ah mais j'étais mobilier, hein, je bougeais pas. Hein. J'avais des machines à droite, des machines à gauche, j'étais intubé, enfin vraiment, j'étais pas apte à bouger quoi que ce soit. Et j'ai été transféré donc en janvier 95. Donc là, j'ai été transféré dans un HPR, donc un hôpital pédiatrique de rééducation. Où là, je suis resté presque 7 ans du coup. Donc, mais là, c'était différent. Là, on était dans la phase rééducation avec l'école, les potes, rien à voir avec l'hôpital vraiment. Comment ça se passe quand t'arrives là-bas du coup C'est quoi un peu les trucs... Enfin, tu commences à revivre finalement Ouais, bah... Alors, ils ont vu flou aussi, parce que pareil, ils avaient des doutes sur le fait que je sois vraiment sorti d'affaires, même si c'était le cas. Bah, tu dois tout réapprendre, hein, à marcher, à manger, l'autonomie, écrire. J'avais du coup loupé une partie de l'année scolaire, donc j'ai repiqué mon CE2. Et Parce que du coup, actuellement, au cerveau, t'avais rien eu, donc t'as encore des souvenirs. Ouais, mais en fait, ils le savaient pas. Ouais. Okay. J'étais resté dans le coma, donc eux, ils se sont dit, possiblement, il y a peut-être eu... possiblement une amnésie ou quoi. Il s'avère qu'on s'est rendu compte que pas du tout, mais ils savaient pas, donc c'était plus facile de me faire repiquer une année que de me faire rattraper la fin, quoi. Et puis l'école, les potes, réapprendre à marcher, réapprendre à manger. Quand tu dis les potes, c'est-à-dire que tu arrives à recréer un peu des amitiés finalement. Totalement. À ce moment-là. J'ai fait un séjour de longue durée. Aujourd'hui, ça n'existe plus parce que aujourd'hui, un brûlé dans ma situation, l'hospitalisation, elle n'excéderait pas 1 an. Parce qu'en fait, on essaye vraiment de ne pas désociabiliser les enfants aujourd'hui. Moi, je suis resté 7 ans, ils n'en avaient rien à faire. Et du coup, avec tous c'était multipathologique. Donc, il y avait vraiment de toutes les maladies, d'autres qui étaient là depuis encore bien plus longtemps, de tout âge. Donc oui, on tisse des liens. En fait, c'est une colonie à l'hôpital, quoi. Ouais. Donc vraiment, c'est que des bons souvenirs là-dessus. T'as parlé à un moment, est-ce que t'as peut-être des contraintes ou des trucs qu'on t'a imposés En fait, ce qui se passe, c'est que la principale complication sur de la peau brûlée, c'est que quand on te fait une greffe, à l'endroit de la cicatrice, il peut se faire ce qu'on appelle une bride. Donc en fait, il faut imaginer un endroit où la peau, elle se rétracte à mort. Donc en fait, t'as continuellement des cordes qui te tirent. Il faut imaginer comme des cordes qui te tirent. Donc en fait, j'avais les bras, j'étais resté 5 mois les bras collés au corps. J'étais incapable, mes bras étaient collés en fait. Donc il a fallu les décoller par la force. Donc à ce moment-là, c'est pendant des mois, des années, tous les jours ils ouvraient un peu plus et je dormais dans des espèces de coquilles en plâtre avec les bras écartés et j'avais des attelles. Ça veut dire que c'est dingue, c'est-à-dire que tu dormais comme ça et à chaque fois et toutes les semaines ils grandissaient. Parce que toi, du coup, tu pouvais pas faire ça directement Non, je pouvais pas. C'était vraiment, il fallait presque chirurgicalement aider la peau. La peau, elle était vraiment comme si tu lavais en machine des fringues et qu'elle rétrécissait, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il a fallu vraiment écarter. Donc ça, c'est très et très long. Et surtout, tu es obligé de garder la position parce que si je remettais mes bras pendant 2 jours collés, je pouvais de nouveau plus les rouvrir. Ouais, c'est ça. Donc c'était long. Et puis j'avais 9 ans, donc ma croissance n'était pas terminée. Donc en fait, à ce moment-là, il faut aussi accompagner la croissance parce qu'on sait la peau greffée. Le problème, surtout sur la culture de peau, c'est que c'est une peau qui est pas élastique. Donc on sait pas si elle va accompagner le corps en fait dans sa croissance. Là, il s'avère que oui, mais on savait pas. Donc t'as souvent des reprises chirurgicales à prévoir à droite à gauche, quoi. Est-ce que tu as vu ton reflet à un moment donné ou t'as une règle? Alors il y a eu ce qu'ils appellent l'étape du miroir où ils m'ont saoulé pour me voir dans un miroir. C'était quand à peu près C'était au tout début où je venais d'arriver au centre, mais j'avais pas envie, j'étais saoulé et du coup j'ai fait genre j'ai vu et j'ai pas vu. Et je sais plus quand est-ce que j'ai vu, pas longtemps après parce qu'on avait des miroirs dans les chambres. Ouais. Quand tu dis t'as fait genre t'as vu cette en fait ils m'ont dit t'as vu, j'ai dit oui, ça va, oui. J'avais rien vu, donc ça allait. Okay. Puis après, je me rappelle pas avoir eu de réaction négative, ou à moins que je fasse un déni et que je l'ai occulté, mais non, je crois pas. Je me rappelle pas du moment exact où je me suis vu, mais je sais que j'ai pas été en profond trauma. Après, factuellement, tu voyais quand même ton... je voyais mes mains. Voilà, c'est ça. Ah ouais, de toute façon... Et puis, on va pas se mentir, en fait, à ce moment-là, t'as autre chose à penser. Ouais, c'est ça. T'as la douleur qui est H24, t'as ton corps qui est pas ouf, donc
l'apparence de tes sourcils, pour dire, voilà. C'est pas... C'est clair. T'as parlé tout à l'heure qu'on t'a amputé par exemple les doigts et du coup tu t'es dit chiant du coup parce que je pouvais plus claquer les doigts. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça où tu t'es dit Bah les doigts principalement. Mais après voilà, tu sais, quand on est gamin, des trucs bêtes, tu vois, comme ça Ouais, mais en fait on compense tellement vite que du coup ça reste pas des frustrations longtemps. Et tu vois, ils m'ont coupé les doigts. Ma grand-mère, elle m'a acheté la Super NES à l'époque. C'est une console du coup de Super Nintendo. Ok, ouais. Ancien, c'est vieux, plus vieux que toi. Et du coup j'ai joué avec les pieds. Ouais. En fait, je m'en foutais, en fait, j'ai compensé. Et puis après j'ai appris à jouer avec les mains. Et puis de toute façon maintenant c'est même plus un problème parce que maintenant on a des manettes adaptées, on a vraiment tout un tas de trucs, donc voilà. Il y a des manettes aujourd'hui adaptées? Aujourd'hui, ouais. Même depuis que je me suis fait amputer le bras, ça m'empêche pas de jouer du tout, donc... C'est dingue. Et tu joues à des jeux Ouais, carrément. Tu joues à quoi? Tout. League of Legends, Warcraft. Incroyable. Un peu de tout. Tu joues quoi sur League of Legends? Je suis sur la botlane, je suis un support. Ok. Je suis un assisté. Incroyable, moi je suis jungle, mec. Ah, bien joué. Je trouve ça intéressant, rapidement, peut-être d'aborder un peu de ton père, qui a quand même vécu des annonces assez fortes. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'il a vécu ça? Comment ça... Mal, parce qu'en fait, mon père, forcément, culpabilité oblige, même si c'est un accident, il s'est jugé responsable du truc. En fait, c'était un peu la descente aux enfers à ce moment-là, parce que il a été hospitalisé, même si c'est moins longtemps aussi, il a été au centre de rééducation aussi, même si c'est moins longtemps. Il n'avait pas le droit de me voir, parce qu'on évite de mettre des brûlés. Quand t'es en phase aiguë, t'es potentiellement porteur de germes ou quoi, donc on évitait les contacts. Et en plus de ça, donc il devait gérer ses soins, la culpabilité, la garde, du coup, il l'a automatiquement paumé. Bon, il l'aurait pas eu, mais ça a accéléré le truc. Donc ouais, non, c'était pas son année. Après, il a un peu vrillé. Il est parti dans des délires à base d'alcool et compagnie. Bon, maintenant, il est mort depuis longtemps, mais voilà quoi. Donc ouais, non, c'était pas ouf. Après, je peux comprendre. J'ai eu des enfants depuis, donc je peux comprendre le poids de la culpabilité de ce que ça peut représenter, quoi. Parce que factuellement, il n'y a pas de réel coupable en fait sur ce. Il n'y a pas de réel coupable. Il y a des adultes qui oublient d'éteindre une lampe à gaz en dormant. Mais après, encore une fois, c'est un accident. Enfin, il n'y a jamais eu de rancœur ou quoi que ce soit. On y viendra plus tard, mais de toute façon, j'ai pas du tout le tempérament à voir ça d'une manière négative, donc du coup... Tu passes 7 ans là-bas. Chronologiquement, c'est quoi un peu la suite des événements? Je me dois de préciser vite fait, c'était 7 ans. C'était 4 ans en internat, où j'étais H24 là-bas. Je rentrais en permission le week-end chez moi. Et après, j'ai déménagé, il fallait être à moins de 50 km pour passer en hospitalisation de jour. Donc les années qu'on suivit, je rentrais chez moi le soir et j'y allais le matin pour les cours et la kiné. Donc je précise, les 7 ans n'ont pas été... C'est long, mais voilà quoi. Ça n'a pas été les 7 mêmes années. Le retour, pas vraiment de retour au final, parce que j'ai skippé, et ça m'a bien arrangé à l'époque, la case retour à l'école. Ouais, ok. J'ai fini toute ma scolarité là-bas, donc j'ai gardé mon niveau scolaire et tout, mais je suis pas retourné. Ça m'impressionnait beaucoup, et encore une fois, c'était pas à la même époque. Il y a plein de choses qui depuis ont évolué, mais il n'y avait pas Internet. C'est un truc que je dis souvent, mais à l'époque, quand on me croisait dans la rue, j'étais probablement un des trucs les plus énervés que les gens pouvaient avoir vu. Aujourd'hui, un gamin à 7 ans sur TikTok, il a vu pire. Donc, probablement. Du coup, il y a quand même une évolution qui est favorable. Aujourd'hui, les enfants, pareil, on les déscolarise pas aussi longtemps. Ils repartent à l'école plus rapidement. Donc voilà, retour à la vie classique. J'avais 16 ans quand je suis sorti des centres. J'ai un peu glandé en sortant. J'ai invoqué l'année sabbatique. J'ai réussi à gruger mes parents comme ça. Et puis voilà, après, étonnamment... adolescence, alors j'allais dire classique, non pas classique non plus, mais voilà, les premiers amours à 16-17 ans. D'ailleurs à ce sujet-là, est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendais? Oui. Et puis c'est une question, c'est universel. Ça fait 2 ans que je suis patient expert, j'interviens dans le même hôpital où j'étais soigné, et j'interviens pour aider justement des gamins ou des familles de gamins brûlés. C'est vraiment la question la plus récurrente chez les gamins brûlés. Premier questionnement, c'est le retour à l'école. C'est une grosse source de stress. Ouais. C'est pour ça que j'ai sorti l'année dernière un livret scolaire. Il n'y avait pas. J'en ai sorti un au mois de septembre pour distribuer aux écoles. On le remet en fait, on le distribue à chaque centre pédiatrique de France. Il n'y en a pas beaucoup des centres qui accueillent des grands brûlés, il y en a moins de 10 en France. Donc on les a tous équipés de ça et on les remet en fin d'hospitalisation aux enfants pour qu'ils puissent justement le transmettre à l'établissement scolaire. Ouais. Pour déjà familiariser les gens qui ne connaissent pas la brûlure, c'est encore méconnu. Donc voilà, on crée des outils, mais c'est la première problématique. Et la deuxième problématique, c'est est-ce que je vais rencontrer l'amour? Clairement, oui. Et à ça, tu réponds quoi? C'est quoi un peu les... Je réponds que chaque cas est différent. Après, en général, je sers quand même d'exemple, parce que même des fois sans expliquer, quand j'arrive et qu'ils voient
plus grand brûlé, entre guillemets, j'aime pas ce principe-là, mais on va dire ça, qui s'est marié, qui a eu des enfants, bon, bah, ça suffit à leur dire que c'est possible en fait. Ouais. Donc déjà là-dessus, ça sert à les rassurer. Et puis, bah, c'est aussi ce que je fais sur les réseaux et compagnie, de montrer qu'il y a toujours moyen de combler un manque, peut-être du charisme, peut-être de l'humour. Après, si vous avez rien, c'est moche, mais il y a toujours moyen quand même de tirer son épingle, quoi. Donc, est-ce que toi, du coup, t'as galéré un peu là-dessus? J'ose demander, t'as galéré un peu là-dessus? Bah, étonnamment, non. C'était le début d'Internet, j'avais 16 ans, donc c'était le début des chats MSN, Caramel et compagnie. Ouais. Peut-être que ça vous dit rien, mais voilà, non, je suis vieux, j'ai 40 ans, hein, donc voilà. Et non, voilà, les premiers amours à distance, les premières relations j'avais 16 ou 17 ans. J'ai eu mes enfants à 23 ans, donc à l'air de rien. Ok, ouais, non, ça va, ça s'est bien déroulé derrière, quoi. Est-ce que t'as déjà eu des gens qui ont profité de ça ou qui t'ont confronté ou j'en sais rien, tu vois? Non, parce que ce que je dis souvent ou quand je suis en live ou quand je suis sur les réseaux, je le dis, déjà j'ai la chance. Déjà, d'un point de vue virtuel, d'avoir une communauté ultra bienveillante. Et de deux, c'est ce que je dis souvent, c'est que IRL, les gens n'ont pas le courage de derrière un écran. Donc déjà, je suis pas emmerdé derrière mon écran, mais dans la vraie vie, personne vient t'embrouiller parce que t'es brûlé, en fait. Il peut y avoir de la maladresse, il peut y avoir de la bêtise, il peut y avoir du manque de savoir-vivre, mais de la méchanceté, quelqu'un qui viendrait en profiter, et heureusement. Ouais, bien sûr, bien sûr. T'as eu des enfants, est-ce qu'ils ont un avis là-dessus? Est-ce qu'ils, je sais pas, te considèrent comme un héros? C'est quoi un peu leur... En fait, comment t'as pu leur annoncer? On sait pas, bah y a rien à annoncer, ils m'ont jamais connu différemment. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai 40 ans, donc j'ai vécu 31 ans brûlés, 9 ans non brûlés, donc en fait, pour eux, c'était un peu la norme, donc ils sont plus dans le stade, ça les gonfle de m'entendre raconter 1000 fois mon histoire, plus qu'autre chose, je pense. Ouais, ils pourraient faire l'interview de la même façon que moi, et répondre aux mêmes questions. Mais voilà, enfin, je veux dire, ça se passe très bien et ils ont été élevés dans le fait que ce soit un peu leur norme. Donc, ils ont quel âge aujourd'hui? 14 et 17. T'as eu des enfants? 23 ans, c'est jeune en vrai. 23 ans le premier et 26 le second. Ouais. Bah, c'est jeune. Ouais. On m'a souvent dit que c'était jeune. En fait, le plan qu'on avait, c'est qu'en fait, c'était tout ça, c'était un calcul. La stratégie, c'était de se dire à 40 ans, on pourra, ils seront grands, ouais, c'est ça, on pourra se réoccuper de la deuxième partie de notre vie. Donc en fait, on voulait avoir des enfants assez jeunes et voilà. Et t'as pas trop galéré peut-être financièrement ou bien Non, après voilà, j'ai pas pu rebosser. Ouais. J'ai eu un parcours atypique. J'ai eu forcément des aides pour mon handicap. J'ai eu je me suis mis à mon compte pendant un temps dans le dépannage informatique. Ok. Et aujourd'hui, je suis exclusivement sur les réseaux. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense que oui, hein, mais tu t'es complètement remis de ça factuellement? Ça fait carrément partie de toi? Comment tu te... Ouais, de toute façon, c'est aussi un truc que je dis souvent, mais ça fait 30 ans déjà, donc il faut du temps, il faut laisser le temps au temps. Maintenant, ça fait 30 ans, Et puis, c'est très circonstanciel, dans le sens où si j'avais pas eu le parcours que j'ai eu, probablement si j'avais... je fais un monde parallèle où j'ai pas rencontré l'amour, j'ai pas eu d'enfant, t'apprécies pas les choses de la même façon, mais comme ça m'a jamais freiné pour avoir une vie à peu près classique, mais qu'en plus de ça, ça m'a apporté une expérience que j'aurais jamais connue avant, des rencontres que j'aurais pas connues non plus, et ça a vraiment, ça fait bizarre de le dire comme ça, mais c'est vraiment la sensation, à 18 ans, j'avais déjà l'impression d'avoir vécu 3 vies en fait, donc t'as l'impression de prendre désolé, les métaphores sur les jeux vidéo sont présentes, mais tu prends vraiment des boosts d'XP en permanence. Ouais, c'est ça. Donc du coup, tu peux... Si en plus, à côté, la vie de famille, les enfants et tout, tu te sens pas lésé, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais tout le monde le voit pas comme ça, j'en ai conscience aussi. Si quelqu'un qui a vécu peut-être un accident ou un truc similaire à toi écouterait peut-être cette vidéo, est-ce que tu aurais peut-être un truc à lui dire ou Laisser le temps, c'est la première des choses. On peut pas aller plus vite, hélas, il faut gérer les traumas, il faut encaisser, le temps de la psychologie, il vient parfois un peu après, parce qu'au début, tu es dans le rush du médical, tu dois gérer ta douleur, tes opérations et tout. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai compris avec le temps, mais c'est aussi ce que j'essaie de véhiculer beaucoup sur les réseaux, c'est les statistiques qui parlent, mais chaque année en France, il y a 8000 personnes brûlées qui nécessitent une hospitalisation. Donc les 8000 viennent s'ajouter aux 8000 de l'année précédente, puisqu'on est brûlé par définition, on l'est tout le temps. Donc le nombre de brûlés en France ne fait qu'augmenter. Or, moi, quand je sors en ville, quand je sors à Paris, je sais pas pour vous, mais on n'en croise pas tous les matins. Et donc, en fait, ça veut aussi dire que la plupart ne sortent pas, restent assez isolés. Et en fait, pour lutter contre cet isolement, c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux aident bien, parce qu'on est quand même pas mal à s'exposer. Ouais.
Et l'idée, c'est ça. L'idée, alors il y avait plein de motivations au fait de m'exposer, mais une des motivations, c'est de banaliser un peu l'image de la brûlure. Et je le vois, parce que ma communauté, où maintenant, ils font plus gaffe à mes cicatrices. Ce que je disais il y a encore peu de temps, la première fois, les gens sont un peu choqués. Deuxième fois, moins, puis troisième fois, ils ont plus rien à foutre. Et je me dis que si on arrive à banaliser un peu cette image-là, il y aura moins de jeunes, ou moins jeunes même, qui souffriront du regard un peu plus lourd. On ne pourra pas s'émanciper des regards, on n'est pas au pays des bisounours. C'est ce que je dis aux gens, en fait, j'essaye de les confronter aussi à la réalité, c'est qu'il y aura toujours des regards. Donc c'est important aussi de faire sa part du chemin, et même la personne qui est dans la différence doit aussi, ce que je dis souvent aux gens, les gens te regardent, si tu leur souris, ça se passera mieux que si tu baisses la tête. Enfin, c'est long, hein. Moi j'ai pas fait ça rapidement, ça a pris au moins 10 ans pour accepter tout ça. Mais je me rends compte aujourd'hui que quand on sort de sa zone de confort un peu, ça aide quand même vachement. Projet Passion Expert, du coup, c'est quoi concrètement ? Alors en fait, c'est une initiative qui a été demandée par les ARS, donc les agences régionales de santé. En fait, il y a quelque chose qui existe depuis à peu près 10-15 ans, c'est ce qu'on appelle l'ETP. C'est l'éducation thérapeutique du patient. Donc en fait, on accompagne le patient dès le début de son hospitalisation pour lui apprendre un peu tout ce qu'il va devoir traverser. Ça peut être l'hydratation sur la peau brûlée, les démangeaisons, l'aspect psychosocial, l'acceptation. Donc ça englobe toute sa pathologie. Et en fait, dans cette démarche-là, ça fait 2 ans, donc il y a une demande de faire rentrer ce qu'ils appellent des patients partenaires, des patients ressources, des patients experts, peu importe, pour qu'ils viennent se greffer aux équipes médicales, pour compléter la vision. Parce que moi, je me rends compte que les médecins, ils ont une vision à très court terme. Ouais, c'est ça. Et moi, j'apporte un regard à long terme sur... ça va être l'alimentation, la gestion du poids. Et ça, les médecins, en fait, ils savaient pas. Ouais. Et du coup, on se complète vachement là-dessus. Et puis, ça permet aussi de pouvoir rencontrer les patients. Et ils ont quand même plus de facilité à s'identifier à quelqu'un qui a eu ça. Ouais. Et puis, j'ai un peu ce luxe, c'est quand même un luxe de pouvoir parler à tous les brûlés. Ouais. Donc, du coup, c'est cool. Ça se développe bien. Incroyable. Olivier, merci beaucoup. Merci à toi. Je vous rappelle que, bien sûr, si vous avez vécu, j'en sais rien, un événement peut-être traumatisant, choquant ou peu importe, vous avez un mail qui s'affiche juste ici pour envoyer un petit récap de votre histoire et on se fera un plaisir de vous accueillir dans StoryCube. Pour les autres, vous pouvez juste cliquer sur votre écran pour rire dans notre épisode. C'était Noah.